Je vais donc vous présenter les conférenciers et après je leur passe la parole tout de suite. Donc Jean-Michel Bertrand, Bonjour. le réalisateur Bonjour. du film. Merci. Geoffroy Delorme, l'homme chevreuil. Et Laurent Tillion, le chêne. Bonjour. Donc on va commencer une première partie où la table ronde étant sur le rapport au sauvage. Chacun va nous présenter un peu son rapport au sauvage. On les laissera discuter entre eux et on terminera en vous donnant la parole dans la salle. Je propose que Geoffroy, tu commences, toi qu'on appelle l'homme chevreuil, ton rapport au sauvage, les chevreuils à qui tu as donné un nom dans ta forêt de Normandie. À toi. Oui, alors en fait, moi j'ai vécu avec les chevreuils pendant 7 ans, avec évidemment le même rapport que Jean-Michel a eu avec la nature. Et je me suis imprégné de la nature, c'est-à-dire que j'ai quitté le monde sauvage, le monde civilisé pour aller m'imprégner dans la nature. Et je me suis créé un territoire, et à force de circuler sur ce territoire, j'ai fini par rencontrer d'autres animaux qui croisaient mon territoire. Et avec ça, les chevreuils se sont posé la question sur ce que je faisais dans cette forêt. Et ça m'a permis de m'intégrer un peu plus facilement avec ce côté partenariat qu'on peut avoir avec la nature, plutôt que ce rapport de compétition que notre civilisation propose depuis quelques millénaires. Ce rapport au vivant, c'est surtout comment transformer notre logiciel qui est toujours dans le rapport assez conflictuel et de domination, avec un rapport de partenariat avec la nature. Pour vous citer, par exemple, sans forcément rentrer dans le détail des chevreuils, mais quand vous avez un châtaignier qui pousse dans un endroit dans la forêt, ce n'est pas qu'un châtaignier qui pousse, c'est aussi un arbre qui sait choisir l'environnement dans lequel il va évoluer, et il va transformer cet environnement. Et d'autres espèces vont devenir partenaires avec lui. Un châtaignier va pousser là où il n'y a pas trop de vent, là où il y a un fort ensoleillement. Et au pied de ce châtaignier, on va avoir des champignons, des pieds de mouton, des cèpes de Bordeaux, des chanterelles. Et à ça, des chevreuils vont venir manger aussi quelques chanterelles. Et leur mode alimentaire va faire que leurs excréments vont faire pousser d'autres espèces qui sont en lien avec ce châtaignier. Et en fait, tout ça, on pourrait le prendre comme une compétition, alors qu'en fait, c'est une véritable chaîne d'entraide qui forme en fait cette espèce de formidable vie qu'on peut rencontrer quand on est dans la nature. Donc Laurent, toi, ton rapport, on reste avec les arbres, c'est un arbre compagnon en forêt de Rambouillet. Oui, exactement. Bonjour à tous. Alors moi, mon histoire, elle est, je ne sais pas si elle est si originale que ça, parce que beaucoup de gens m'ont rapporté finalement un lien avec un arbre particulier. Quand j'ai commencé à parler de mon histoire, je pense qu'on vit tous parfois une adolescence un petit peu compliquée. Ça a été mon cas. Moi, j'étais issu d'un milieu populaire en cité HLM, totalement éloigné de la nature, avec aucun lien avec la nature. Mais par contre, j'avais besoin d'espace, et notamment en pleine adolescence, alors que je me posais des questions, j'allais en forêt en vélo. Et alors, hasard, coïncidence, on peut se poser la question, mais en tout cas, alors que j'étais assez fatigué du parcours que je venais d'opérer, à un moment, la chaîne de mon vélo a sauté. J'ai déraillé au niveau d'un espace forestier dans lequel il y avait des arbres, bien sûr, des grands arbres. Et pour la première fois depuis des mois, enfin, je me suis senti apaisé. Et du coup, ça m'a appelé. Il a fallu que j'y revienne. Et progressivement, j'ai cherché l'arbre au pied duquel j'allais pouvoir m'installer. À chaque fois, je m'y sentais bien, mais je ne trouvais pas l'arbre. Vous voyez, il y avait un chêne qui était bien, mais on y était mal installé. Un hêtre dont l'écorce est bien lisse, je me mettais contre, et puis finalement, ça n'allait pas non plus. Jusqu'au moment où j'ai trouvé un chêne au pied duquel il y avait un empattement, c'est-à-dire le départ des racines, qui était idéal pour donner la sensation de s'installer comme dans un fauteuil, vous voyez, un peu comme là. Et puis, je m'y sentais tellement bien que j'y suis revenu régulièrement.
jusqu'au moment où je me suis vraiment intéressé à cet arbre, à son histoire. Et en lisant l'architecture du houppier, c'est-à-dire la forme des branches, d'une part, mais aussi la végétation qui était autour, j'avais plein d'indices qui m'ont permis de reconstituer finalement l'histoire de ce chêne. Et à partir du moment où s'est enclenchée justement une forme de compréhension de qui était ce vivant, tout particulier, un peu comme tu disais, Geoffroy, c'était pas un arbre, c'était mon arbre, c'était un chêne particulier parmi la forêt. Il s'est opéré donc ce que j'appellerais vraiment la rencontre qui faisait que j'avais envie de prendre soin de cet arbre d'une manière ou d'une autre. Et le meilleur moyen pour ça, c'était de faire des études autour du monde de la nature, de la forêt. Et puis aujourd'hui, du coup, je m'occupe de biodiversité à l'Office national des forêts. Ça fait partie de mon quotidien et j'ai envie de prendre soin des arbres pour pouvoir prendre soin de celui-ci en particulier. Bon, pour toi, Jean-Michel, c'est un autre parcours, puisque tu es natif d'un village des Alpes, et c'est une autre forme d'immersion. La nature, c'est marrant parce qu'on parle toujours le sauvage, alors le discernement, le sauvage, pas le sauvage. En fait, on s'en fout un peu parce qu'on en est tous issus. Et le sauvage, pour moi, c'est déjà le morceau d'herbe qui arrive à pousser au milieu du goudron en ville. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de discernement. Et puis, il y a aussi un rapport global, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, comme tu disais, par rapport au chevreuil, cette immersion, de faire ta petite place. Moi, par rapport au loup, j'ai choisi d'exister aussi quelque part parce que j'étais obligé avec cet animal qui est super méfiant, qui a des radars partout, avec son odorat, avec sa sensibilité et sa connaissance de son territoire. Donc le but, c'était pas de se cacher. Le but, c'était de dire, je suis là, mais je suis plutôt inoffensif, un peu rituel. C'est pour ça que pour réussir à filmer les loups, j'ai beaucoup fait pipi, caca aussi, à des endroits toujours les mêmes, parce que les loups marquent leur territoire de cette façon-là. Et moi, j'étais là, donc je faisais mes petits pipis, puis je dormais toujours aux mêmes endroits. Ce qui fait que j'ai pas fini copain avec les loups, pas du tout. Mais les loups qui sont toujours des commères en train de surveiller leur territoire et de voir ce qui s'y passe, j'ai fini par faire partie du décor et de pouvoir les filmer, croiser leurs regards, etc., sans autre ambition. Mais aussi, ce que je veux dire par rapport à ce qu'on appelle le sauvage et la nature, c'est qu'il ne faut pas être bisounours, on va dire. Il y a une forme de violence dans la nature, mais ce qui est fabuleux, c'est de voir, vous l'avez vu peut-être dans le film, à des moments, vous avez des loups qui passent, vous avez des biches juste en dessous qui lèvent vaguement la tête, parce que les loups ne sont pas en chasse. Vous pouvez voir ça en Afrique, quand vous avez justement des proies potentielles avec des lions qui passent pas loin. Quand les lions ne sont pas en chasse, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, il y a ce moment de la chasse et ce moment de la prédation, on va dire, qui n'est pas non plus très glamour, parce que quand ces carnivores tuent une proie, il y a une souffrance avant de mourir, etc. Mais ça fait partie d'une forme d'équilibre. Et ce qui me choque beaucoup chez l'humain et qui me trouble toujours de plus en plus, c'est la panique qu'on génère quand on arrive dans la nature, quoi. C'est-à-dire que même nous qui ne sommes pas chasseurs ou autres, il y a toujours cette panique avec les oiseaux, avec les passereaux, avec tous ces animaux qui ont une peur vraiment irrationnelle de l'humain, preuve de la pression qu'on a mise sur la nature et sans justement idéaliser et en ayant conscience de la violence de la prédation de certains carnivores. Vraiment, c'est étonnant de voir qu'effectivement, quand vous avez un loup qui passe, vous avez un geai ou un casse-noix qui va alerter en disant le prédateur est là. Vous avez des chamois qui lèvent la tête mais qui surveillent voir s'il est en chasse ou pas. Et il y a une forme comme ça d'équilibre. Et en fait, tout évidemment est interdépendant. Et ce qui est assez gênant pour moi, c'est le fait d'être aussi que cette violence humaine s'exprime autant au niveau du rapport qu'on a aux animaux, quoi. Et c'est toujours un peu compliqué. Alors le but, c'est pas d'aller caresser tous les animaux, on est tous copains, etc. Mais on voit quand même qu'on a mis une pression terrible sur la nature et qu'il faudra beaucoup de temps pour revenir en arrière, quoi. Même si les consciences s'éveillent et qu'il y a des civilisations, il y a des gens, il y a des endroits où on respecte beaucoup plus les animaux. On a un exemple, moi je vois les grives litornes, par exemple, les grives là, qui viennent chez nous en hiver, qui sont hyper farouches. Je veux dire, les grives litornes, à 100 mètres, elles vont s'envoler, elles ont peur, etc.
Vous allez vous balader en Islande, où il y a des grives litornes qui n'ont jamais été chassées. Ben, vous marchez, vous avez des grives qui sont posées à 2 mètres de vous, qui bouffent, etc. Et elles s'en fichent. Donc on voit bien qu'il y a une mémoire et qu'il y a une interdépendance, quoi. Mais le sauvage, c'est nous. C'est ça qu'il faudrait arriver à imaginer. Et certaines, notamment les peuples premiers, par exemple, les peuples natifs, comme on dit, ont bien compris ça. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, même en Mongolie, qui ne sont pas des peuples natifs, on va dire, mais qui ont quand même évolué dans le pastoralisme et autres. Ils ont une relation très différente à la nature que la nôtre. Donc nous, on a cette civilisation occidentale, surplombante, dominante, qui est mortifère. Ouais, alors ça me fait réagir ce que tu dis parce que je suis à la fois 100% d'accord et en même temps j'y mettrai un tout petit bémol dans notre rapport entre nous les humains justement et la nature. Je suis 100% d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une forme de vigilance immédiate à partir du moment où un humain entre dans un espace naturel où qu'il soit, ou en tout cas vis-à-vis des autres sauvages. Là où j'y mets le bémol, c'est qu'il y a certains individus, certains humains, qui, à partir du moment où ils ont compris finalement la relation qu'ils pouvaient avoir avec la nature et que du coup, finalement, les masques tombent, c'est-à-dire qu'ils font tomber leurs masques. C'est vrai que nous, finalement, quand on est les uns avec les autres, là, quelque part, on porte un masque. On porte le masque de, par exemple, pour nous, d'être devant vous, là, à parler de nos histoires respectives. On peut être après derrière les pupitres pour signer nos livres. Pourquoi pas ? On est en permanence à jouer un rôle. Quand on est dans la nature, à partir d'un certain stade, on dépasse ce rôle-là. Et quelque part, on fait tomber les masques. Et je pense que c'est à la fois ce que tu as vécu finalement avec les loups, mais aussi toi, Geoffroy, tu le racontes très bien dans ton livre. Et puis moi, de par certaines expériences que j'ai pu vivre dans la nature, à partir d'un certain stade, il y a une forme d'authenticité dans la manière dont on pénètre dans la nature qui fait qu'on est un vivant parmi tous les autres vivants. Et j'ai l'impression, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, j'ai l'impression que du coup la relation aux autres espèces que je peux rencontrer, aux autres individus, quelle que soit l'espèce que je peux rencontrer, est du coup totalement différente, parce qu'il y a une vraie forme d'authenticité. On y va avec ses émotions, par exemple, avec notre état du moment, et quelque part, tous les vivants qui nous entourent, ils sont réactifs au fait qu'on soit complètement en contact avec eux parce qu'on est authentique, et du coup, il y a une forme d'honnêteté vis-à-vis d'eux. Oui, mais c'est un peu ça, quand je te disais justement le fait de faire pipi partout, d'être là, et d'être rituel, et ça donne ça. Mais c'est vrai que c'est toute une démarche. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'humain, en général, c'est le rapport au bipède, on va dire, humain, qui crée justement ce... Mais on est bien d'accord, bien sûr. Oui, et puis il y a aussi la méconnaissance de la part des animaux par rapport à l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il y a 10 000 ans, quand le néolithique est arrivé, on a signé un traité d'indépendance avec la nature et qui fait que, comme si on s'était séparé totalement du sauvage. Moi, par exemple, quand je suis arrivé dans la nature, que j'ai essayé de comprendre cet environnement-là, les animaux ne me regardaient pas de la même manière au début qu'à la fin. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'avais quasiment rien. Je me suis installé sur un territoire où j'ai fabriqué en fait un territoire en fonction des ressources alimentaires que ce territoire pouvait m'apporter, et aussi le rapport que je pouvais avoir avec les autres animaux. Et je me suis rendu compte que quand on s'installe dans un endroit, les oiseaux, quand on arrive, on se met là pendant 1 heure ou 2, les oiseaux qui sont autour parlent d'une certaine manière de nous avec un chant très particulier. Et au bout de 2, 3, 4 heures, parfois quelques jours, on finit par se rendre compte que le chant s'apaise et qu'ils finissent par nous intégrer à leur environnement. Et c'est un petit peu comme si, vous savez, vous êtes dans une fête, tout le monde est bien habillé, vous avez une civilisation bien normée, et d'un seul coup, vous avez une personne qui arrive entièrement nue et qui ne répond pas à vos codes. Et vous allez vous dire, mais c'est qui ce Gugus qui arrive là ? Et les animaux, quand ils nous voient arriver dans la forêt, ils n'ont aucune interaction avec nous. Ils ne nous voient pas manger, ils ne nous voient pas chercher de la nourriture. On ne chasse pas forcément devant eux, parce que la chasse qu'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de violence, c'est beaucoup de peur, mais beaucoup d'animaux ignorent qu'ils se sont fait tuer. En fait, le fusil, c'est un coup de fusil qui fait très peur,
et un animal qui tombe. Mais personne ne comprend. Il n'y a pas d'interaction comme avec le lynx ou avec le loup qui vient. Et je pense que le rapport qu'on peut avoir avec la nature, il est complètement dénaturé parce que justement, on ne fait plus partie de leur monde. Et pourtant, en tant qu'humain, on a cette faculté d'attirer quand même tous les autres animaux. Moi, quand j'étais avec les chevreuils, j'étais copain avec les chevreuils. Il n'y avait aucune limite de distance avec eux et moi. Pas tout de suite, hein, ça a mis du temps. Je pouvais traverser une harde de biches et de cerfs sans aucun problème. Les sangliers me connaissaient, les écureuils ne partaient jamais, les oiseaux chantaient normalement, ce qui m'arrangeait, parce que ça me permettait de savoir quand il y avait un humain qui arrivait dans ma parcelle de forêt, ça me permettait de savoir qu'il y avait un danger, donc que je pouvais me cacher, parce que leur chant était beaucoup plus stressant. Et ce rapport en fait à la vie, c'est parce qu'on a oublié de le transmettre. On est un animal qui a transmis toutes ses connaissances par rapport à une transmission écrite et orale. Et c'est ça qui a fait qu'on a grandi. Sauf qu'arrivé à un moment où, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a arrêté de transmettre cette part humaine pour faire du 100% civilisé. Et pourtant, pour les animaux, la civilisation elle n'est pas si inconnue que ça. Par contre, elle fait très peur. Notre civilisation devient un peu l'ennemi mortel du sauvage, mais les animaux arrivent à faire la distinction. Quand moi je suis arrivé en forêt, j'ai détruit toute la part civilisée de moi pour revenir vers une part très sauvage, avec une nouvelle connaissance. C'est-à-dire que j'allais chercher des glands de chêne que je faisais sécher ou cuire, que je faisais bouillir. J'allais chercher les châtaignes, les noisettes, ça devenait ma base alimentaire. Et les animaux voyaient qu'en fait, on avait des similitudes. J'ai eu plus de similitudes avec les chevreuils parce qu'on s'est découverts tous les deux cueilleurs. On va aux mêmes endroits, on a les mêmes endroits de gagnage, on a les mêmes prairies, on a des préférences pour les bords de chemin. Et la forêt n'est qu'un refuge. La forêt n'apporte rien à manger. Il faut aller à l'extérieur de cette forêt. Et on s'est découvert des similitudes, ce qui a fait cette interaction assez incroyable entre moi et les chevreuils. Et le rapport, justement, il grandit grâce à ça. Que vous aussi, vous vous êtes mis à nu, comme... Quelque part, oui. Alors, je fais une petite parenthèse qui est assez amusante. Vous imaginez de réunir sur un plateau un spécialiste du chevreuil qui mange les feuilles de chêne et les glands, et qui, du coup, se fait bouffer par le loup. Et c'est assez amusant. C'est un chouette défi. Non, en tout cas, pour répondre à ta question, je crois qu'à un moment, c'est un petit peu ce qu'on disait finalement, c'est que quelque part, inévitablement, on doit se mettre à nu pour être authentique face aux espèces qu'on rencontre. Et d'ailleurs, du coup, c'est ce que tu disais, Geoffroy, au final, à partir du moment où tu as fait tomber le masque complètement et que tu t'es considéré comme un vivant parmi les autres, ben, la relation avec les chevreuils et puis avec l'ensemble des espèces que tu côtoyais, elle a totalement changé. C'est exactement aussi, finalement, ce que tu as vécu, Jean-Michel, et puis ce que tu nous as montré dans le film. Moi, j'ai trouvé très, très fort, par exemple, le moment de la rencontre avec le sanglier. Pourquoi ? Parce que ça traduit exactement ce que tu disais aussi, Geoffroy. Ça traduit à un moment donné le fait que pour les autres sauvages qui sont là, on fait partie de la même communauté au final. Qu'à un moment, ils nous ont complètement assimilés dans leur dispositif. Et d'ailleurs, ça m'amène presque une question pour Jean-Michel, si je peux me permettre. Je ne sais pas à quel moment, enfin comment tu as ressenti les choses dans le contact, par exemple, à la fin avec le lynx et les loups, dans la manière dont ils ont à un moment ouvert absolument tous les canaux, en tout cas tout leur comportement, dont tu as pu profiter complètement. Est-ce que tu penses que tout de suite, de par l'expérience que tu as, de toute façon, tu y avais accès, ou est-ce qu'il a fallu un certain temps pour qu'ils t'assimilent dans leur environnement et qu'ils se disent non, en fait, c'est juste un vivant parmi les autres. Lui, il a sa place parmi nous, quelque part. Il vit sa vie. Justement, on le voit marquer le territoire. Il a compris nos codes. Donc, il sait qu'il faut un marquage territorial pour, quelque part, on arrive à se comprendre et à s'entendre. Il te voyait manger, il te voyait vaquer quotidiennement au milieu d'eux. Et du coup, dans quelle mesure, quelque part, ils t'ont accepté et que, du coup, ils ont accepté aussi de te faire profiter de tout leur comportement, quelque part.
Moi, je pense que là-dessus, je suis toujours très méfiant dans l'interaction, on va dire. C'est-à-dire que voilà, moi, je suis un humain, eux, c'est des animaux qui ont leur place, comme j'ai la mienne, etc. C'est-à-dire que le but, c'est pas de rentrer dans une forme de communication peut-être un peu fantasmée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que il faut énormément de temps, en fait. En fait, il faut du temps. Et d'ailleurs, c'est le problème, je fais une petite parenthèse, pour beaucoup de films, on va dire, animaliers. C'est-à-dire que le cinéma animalier peut être, ben voilà, c'est aussi une forme économique. On a tant de temps pour faire un film, et c'est pour ça qu'il y a des petits dérapages parfois, où on a des films animaliers, où on a affaire à des animaux imprégnés, apprivoisés, parce que c'est plus facile d'aller avec des animaux comme ça pour raconter une histoire qui est parfois un peu anthropomorphique, justement, ça peut aussi déraper de ce côté-là. Et du coup, c'est un peu bizarre, moi je trouve, en fait, pour moi, le côté éthique est hyper important. C'est dommage de parler de nature, de liberté, avec des animaux soumis à l'homme, enfermés quelque part, apprivoisés et lâchés pour les images. Ça fait un peu comme si vous sortiez des prisonniers de leur prison, vous les mettez devant une belle plage dans les Caraïbes ou je ne sais où, pendant 3 heures pour montrer comme c'est beau, et vous les remettez dans la prison. Et voilà, il faut dire les choses qu'elles sont. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de témoigner, et c'est pour ça que je me mets en scène dans mes films, pour que les gens puissent s'identifier, en fait, et dire que c'est quelque chose qui est ouvert absolument à tout le monde. En plus, c'est gratuit. Et voilà, c'est juste une démarche. Et c'est une démarche qui peut vous nourrir terriblement, mais je fais très attention au côté complicité. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un petit peu les mécanismes biologiques de ces animaux pour emprunter leur code. Les pipis, les machins, la ritualité, et puis eux font leur vie. Et effectivement, à partir du moment où je suis plus un intrus, où il n'y a plus la panique, parce que par exemple, ce qui me fait le plus peur, moi, c'est de croiser un loup quand je marche et de lui faire peur. Parce que là, il va se mettre en stress, il va se méfier, et il va falloir retravailler très longtemps. Donc c'est pour ça que je navigue toujours en pleine journée. Je navigue pas à l'aube, au crépuscule ou la nuit, parce que c'est les heures où ils naviguent le plus eux-mêmes. Et si je me retrouve nez à nez avec eux, ben il va être paniqué. Donc ça fait partie de ce rituel, c'est toute une recette en fait. Et après, on peut se permettre d'être soi-même. Et le cadeau, comme tu dis, qu'il m'offre, ben c'est justement de les observer vivre. Alors c'est vrai que quand on essaie d'observer des loups ou des lynx, ben on les voit pas souvent, ça met beaucoup de temps. Et pendant tout ce temps qui est soi-disant perdu et qui ne l'est pas, où on a le loisir de s'ennuyer, moi j'adore ça à notre époque, on n'a rien à foutre, on s'ennuie pendant des jours au pied d'un arbre ou sous un affût, moi je trouve ça extraordinaire. Et certains en rêvent, hein. Certains en rêvent. Ouais, voilà, nous on le vit. Et ce que j'adore, c'est que quand je m'ennuie, que je vois pas de loup pendant 4 jours, 5 jours et que je suis au bivouac, je regarde les fourmis. C'est pour ça que j'ai mis les fourmis dans le film. Je regarde les fourmis, puis je me questionne, je me dis, putain, je prends ma loupe, et je dis, mais c'est Robocop, ce truc. C'est extraordinaire, c'est de la fiction, la façon dont les insectes fonctionnent. Et ça, c'est tout petit. Et puis la nuit, quand je roupille, que je me mets dans mon duvet, je vois la Voie lactée, je vois les étoiles, et là, je me questionne sur l'infiniment grand, Donc, je me nourris de ça, et en fait, c'est notre environnement, tout simplement, mais c'est pas nouveau. Il y a des tas de civilisations qui fonctionnent comme ça. Nous, on fait partie d'une civilisation qui a dévié à une certaine époque. Il y a très longtemps, au néolithique, ça a commencé. Et puis après, il y a eu les religions, c'est pour ça que j'en parle aussi. Il y a eu tous ces dogmes d'humains surplombant la nature et la dominant qui nous a fait complètement vriller. Et après, on voit les résultats. Évidemment, les résultats, ils sont dramatiques. Il y a déjà les problèmes d'impact humain sur les animaux eux-mêmes et sur la biodiversité, mais ça va beaucoup plus loin, par exemple, avec le problème du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'à force de se servir, à force d'être là en toute impunité et de prendre la nature comme un réservoir inépuisable et qu'on peut contraindre à loisir, on finit par aller trop loin et par faire des choses qui sont vraiment dangereuses. Donc tout ça est totalement lié. Mais moi, je suis un peu circonspect, on va dire, voilà, je fais toujours très gaffe quant au rapport que je peux avoir aux animaux dans cette complicité. Je pense que eux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont leur code, leur langage, leur sensibilité qui est réelle et qui est évidente. Aujourd'hui, on a quand même admis que les animaux avaient une vraie sensibilité. Et moi, je suis de plus en plus persuadé qu'il y a des langages, qu'il y a des codes, qu'il y a des langues. Vous savez quand même que les oiseaux, les rouges-gorges,
à un certain endroit, on va dire dans les Hautes-Alpes, chez moi, le rouge-gorge n'a pas le même accent que dans l'Ouest ou dans le Nord. C'est comme nous. Ben oui, parce qu'ils ont leur culture, ils ont leur langage, ils n'ont pas les mêmes tonalités, on l'a vu. Et quand je parle des rouges-gorges, c'est pour tous les oiseaux, les passereaux et autres. Donc on voit bien que tout ça est totalement vivant, qu'on en fait partie. Après, là où je suis circonspect, c'est dans le fait de me les approprier. Je trouve que là-dessus, il y a un risque, quoi, qui est le risque un peu à la Disney, quoi. C'est-à-dire de dire, voilà, je suis le copain des trucs. Et en fait, à partir du moment où on veut se les approprier, ben, on les met sous notre pression. Donc voilà, il y a ce truc il y a une frontière, on va dire, qui est fragile et qui est passionnante. Mais ne serait-ce qu'observer, respecter. Après, ça n'empêche pas de tuer des animaux pour les manger. Je veux dire, c'est après voilà, il y a des phénomènes, les prédateurs justement. Après, le truc, c'est vraiment dans les excès et dans le fait aussi d'élever des animaux en masse pour les manger. Aujourd'hui, vous savez qu'on a plus de 90%, je crois qu'on est à 97% sur la biomasse des mammifères et des oiseaux sur Terre. 97%, c'est des humains et des animaux domestiques. C'est-à-dire que les animaux sauvages ne représentent rien, plus rien. Donc c'est pour ça aussi, évidemment, que quand on se balade dans la nature, ben, on crée cette forme de panique. Tout ça est assez malsain. Oui, je voudrais que tu répondes parce qu'en fait, toi, c'est pas du tout la même démarche. Autant Jean-Michel essaye d'éviter les loups, de pas les déranger. Toi, tu les as approchés. Ils sont venus, d'après ton livre, il y en a un qui est venu dormir contre toi. Donc, explique-nous un peu plus. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, c'est exactement le rapport que j'ai eu avec les chevreuils. C'est-à-dire que je suis pas arrivé dans la forêt pour devenir copain-copain avec les chevreuils. Moi, j'étais avec mes galères d'humain, et j'avais mon environnement d'humain avec tout ce que ça peut comporter, le froid, la faim, tous les événements qui peuvent arriver. La moindre erreur, on la paye cash. Et la seule chose qui m'est arrivée, c'est que quand on finit par se promener très régulièrement, comme tu disais, où tu fais pipi régulièrement, où tu fais tes besoins, tu mets ton odeur partout. Sauf qu'en fait, on a une tendance à aller toujours aux mêmes endroits, quasiment, comme si on avait nos toilettes. Et beaucoup d'animaux font à peu près la même chose. On croit qu'ils font pipi partout, qu'ils là où ils veulent. Mais en fait, par exemple, les chevreuils ont une tendance à faire pipi ou leurs excréments aux mêmes endroits. Vous ne trouverez jamais, par exemple, de moquettes de chevreuils, c'est leurs excréments, sur un chemin. Ils le font toujours à un endroit dans la nature. Et en fait, ce rapport qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner à se connaître sans se nuire. Et c'est tout le rapport qui a fait justement mon histoire avec les chevreuils, c'est que on est devenus partenaires du fait que eux déjà ne me connaissaient pas, mais il n'y avait pas d'histoire d'amour. Jamais je me suis pris pour un chevreuil et jamais les chevreuils se sont dit tiens si je pouvais devenir humain. C'est chacun à sa place. C'est juste qu'on partage des moments de vie et que parfois on se dit une petite anecdote, on est sur le bord d'un chemin. Moi, je connais très bien l'univers des humains. Je connais l'odeur des coureurs sportifs qui mettent beaucoup d'aftershave, qui ne supportent pas souvent leur odeur de sueur, donc ils mettent beaucoup d'aftershave, d'après-rasage. Les chevreuils ne le sentent pas vraiment. Ils sentent l'odeur de l'humain, mais seulement quand il y a le vent qui vient vers eux. Donc moi, quand j'étais avec les chevreuils, je savais qu'il y avait un gars qui arrivait, je sentais son aftershave, donc moi, je rentrais dans la parcelle de forêt. Mais j'obligeais personne à me suivre. Sauf que eux finissaient par se rendre compte que parfois j'avais les odeurs avant eux, et ils se sont dit, pour éviter de se faire avoir, quand ils rentrent, on va rentrer aussi. Donc on est devenus partenaires, mais j'avais aucune envie de les protéger, et ils n'avaient aucune envie de me protéger non plus. C'est une interaction. Exactement, voilà. Je suis un animal avec un autre. Un petit peu, vous savez, comme le lichen, la symbiose, le lichen le représente le mieux, c'est une algue qui s'associe à une autre espèce, un champignon qui lui permet justement d'avoir et de l'eau et des minéraux. Et voilà, c'est vraiment ça, vivre en symbiose. Il faut aussi mettre un pas aussi sur notre façon de voir les choses, que à chaque fois qu'on essaye d'avoir une interaction avec des animaux sauvages ou autres, on est tout de suite attaqué d'anthropomorphisme. Parce qu'en fait, l'anthropomorphisme, c'est prêter des sentiments humains à un animal. Mais beaucoup de gens qui critiquent l'anthropomorphisme sont souvent, eux, dans l'anthropodénie.
C'est-à-dire qu'ils refusent aussi de prêter des sentiments qui s'apparentent à des sentiments humains, mais qui ne le sont pas. Parce que ça remettrait en cause toute notre espèce. Jane Goodall l'a très bien expliqué quand elle a vécu avec les chimpanzés. Elle avait découvert que les chimpanzés étaient capables d'utiliser des outils et de les fabriquer pour aller chercher des termites. À l'époque, personne ne la croyait. On lui disait, vous faites de l'anthropomorphisme. Donc elle a dit, il va falloir soit remettre la définition de l'être humain en cause, soit on remet la définition d'outils par rapport à l'humain, soit on admet que les chimpanzés sont des hommes. Ce qui a évidemment ébranlé toute la communauté scientifique, qui a fini par admettre que oui, les chimpanzés étaient capables d'avoir des similitudes avec l'humain, sans forcément en être un. Donc il faut toujours faire très attention de ne pas justement aller... Nous, on a beaucoup de sentiments. Moi, quand j'étais avec les chevreuils, j'avais énormément de sentiments pour eux parce que c'est humain. Mais si moi, je mourais par une petite erreur dans la nature, les chevreuils passent à côté de moi, puis bon, c'est la vie, hein, ils vont pas me pleurer. C'est aussi tout le rapport qu'il faut avoir. On n'est pas indispensable. C'est juste qu'il faut en fait, transformer son logiciel pour pouvoir l'adapter au cycle du sauvage. Oui, mais disons, on est vraiment beaucoup, on est nombreux à avoir rencontré des chevreuils dans la nature au détour d'un chemin, jamais avoir pu l'approcher parce qu'il partait tout de suite en aboyant. Et on se demande comment tu as pu faire pour qu'il t'approche jusqu'à te toucher. Alors en fait, c'est assez simple. C'est que beaucoup de gens qui se promènent finissent par se rendre compte, tu as dû le voir aussi, quand on passe régulièrement aux mêmes endroits, au même moment où on s'installe sur un endroit, les chevreuils au début, ils voient, ils réfléchissent pas, ils partent en courant. Et ensuite, deuxième jour, ils vont repasser. Ah tiens, celui-là, il est encore là. Et là, ils vont commencer à observer. Et en fait, vous ne le savez pas, mais c'est eux qui vous prennent en chasse. Ils savent très bien comment faire pour vous suivre très discrètement. Et votre odeur, elle va être partout. Et sa curiosité, c'est justement que, comme ça peut arriver à n'importe quel marcheur, à force de venir souvent au même endroit, au même moment, les chevreuils finissent par s'arrêter. Et vous avez ce regard, parfois, qui dure 1 ou 2 minutes. Et on se dit, oh là là, j'ai regardé un chevreuil pendant 2 minutes et on ne s'est pas quitté du regard. Donc en fait, ça, c'est le début d'une relation où lui se pose la question, qu'est-ce qu'il fait là, à cet endroit-là, trop régulièrement, alors qu'avant, je ne le voyais pas. Ouais, c'est le rituel et le temps. Et c'est du bon sens, en fait. Les animaux s'habituent tout bêtement. Après, il y a un truc auquel il faut faire gaffe, je trouve, c'est l'interaction au niveau de la bouffe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent... attirer justement les animaux en les nourrissant. Et là, on bascule dans un truc qui, là aussi, est malsain. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est d'être gratuit. En fait, il faut être cash, il faut être gratuit. Je suis là, j'ai envie d'être là, je pisse partout, j'existe. Et vous faites votre vie. Et il se passe des miracles. Les miracles, voilà ce que tu as pu vivre. Le miracle, il se produit tout seul. Mais tu ne vas pas mettre du foin l'hiver au chevreuil. Parce que là, tu crées un truc qui est malsain. Oui, parce que l'idéal, en fait, c'est que pour pouvoir vivre avec les animaux, quels qu'ils soient, moi je parle des chevreuils parce que c'est mes chouchous, mais enfin ça peut le faire avec tout le monde, mais pour pouvoir vivre avec les animaux et les voir, le mieux c'est de tout faire pour ne pas les voir et donc les ignorer. C'est-à-dire arriver en toute innocence. Et là, c'est eux qui se posent la question. C'est à eux de faire l'effort, de nous intégrer. Moi, je suis arrivé en forêt, je ne leur ai pas laissé le choix. La forêt, elle est à tout le monde, elle est à moi, elle est aux chevreuils, aux blaireaux, aux renards, je ne leur laisse pas le choix. Ensuite, ils m'aiment pas, c'est pas mon problème. Moi, je veux vivre ici, c'est mon territoire. Mais tous partagent un territoire. En fait, ils sont pas comme nous. C'est d'ailleurs tout le but, et ça tombe bien d'ailleurs avec le thème du rapport avec le sauvage, c'est qu'aujourd'hui, on voit que, je parlais d'ailleurs tout à l'heure avec les loups dans le film, où notre civilisation, notre urbanisation devient un rempart pour le sauvage parce que les corridors biologiques existent de moins en moins parce que tous les fonds de vallée sont colonisés par l'urbanisation et ça empêche les mouvements de migration et ça ne facilite pas la tâche de tous les disperseurs, que ce soit des loups, des chevreuils, des cerfs, des sangliers. Ce qui fait que parfois, en fait, on va ghettoiser les animaux à certains endroits et ensuite on va crier à la surpopulation, alors qu'en fait, on les a isolés et ils se retrouvent enfermés. Et je pense que notre rapport au vivant, il doit changer et il faut ouvrir nos villes aux animaux sauvages, de manière à ce que les cimetières, les petits jardins, les potagers partagés deviennent en fait des lieux de passage qu'on peut créer pour les animaux et qui ne se retrouvent pas, comme le loup qui a été renversé près de Grenoble,
pris par une voiture alors qu'il n'avait aucun autre moyen de passage. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a des animaux qui sont plus adaptés que d'autres à ça. C'est-à-dire que le loup, justement, est capable, quitte à se faire tuer, comme ça s'est passé, mais d'autres ont réussi de traverser le bassin urbain de Grenoble. Les lynx ont beaucoup plus de mal. C'est pour ça que les lynx ont beaucoup de mal à passer de Chartreuse, le dernier bastion de reproduction de lynx actuel, vers le Vercors ou de l'autre côté. Et en fait, pour aller vers les Alpes du Sud, ce sera du côté de Beldon, en fait, et de rejoindre le massif de l'Oisan et des Écrins, parce qu'ils ont plus de mal à ça. Le chamois est capable de traverser un fond de vallée pour aller d'un versant à l'autre. On se rend compte que le bouquetin, par exemple, a beaucoup plus de mal. Les bouquetins, ils ont plus de mal à bouger. Donc il y a une forme, pas d'injustice, mais il y a des animaux plus adaptés que d'autres. Et c'est vrai que du coup, ces remparts-là bloquent vraiment certaines espèces et d'autres espèces s'en accommodent. Les espèces les plus dynamiques, les plus souples, les plus adaptables, comme le loup, justement. C'est pour ça qu'il est revenu quand même de façon beaucoup plus léger. Et voilà, exactement. En fait, par rapport à tout ce que vous dites, c'est vrai que dans le rapport au sauvage, il y a finalement cette composante, notamment pour l'observation des animaux, et je vous rejoins complètement, parce que je ne suis pas toujours accroché à mon chêne. Parfois, je bouge quand même un petit peu, donc j'ai l'occasion d'en croiser aussi pas mal d'animaux. En fait, ce qui est intéressant finalement dans les histoires que vous racontez, l'un comme l'autre, c'est que vous mettez en exergue le caractère propre à l'espèce, mais aussi le caractère lié à chaque individu finalement, parce qu'ils ont une histoire particulière. Toi, tu l'as évoqué sur chaque chevreuil, finalement, tu as une relation différente avec chacun des chevreuils. Toi, finalement, Jean-Michel aussi, avec les loups, entre le jeune loup qui migre pour trouver un territoire et puis la meute installée, ils ont obligatoirement développé des caractères différents, il y a des cultures différentes. Ce qui est assez incroyable, en fait. Et la clé, finalement, dans tout ça, c'est le temps qu'on peut consacrer justement à observer. Ce qui nous oblige, comme je le disais tout à l'heure, à être quelque part nus pour être authentique vis-à-vis du sauvage qu'on va visiter. Et alors, avec le végétal, c'est un peu plus facile finalement, parce que l'arbre, une fois qu'il est enraciné, il ne bouge pas trop. Donc, c'est un peu plus facile de faire des observations de manière immédiate. Et pour autant, on pourrait se dire que même un arbre, justement un arbre, c'est assez simple à comprendre, c'est facile, il y a des racines, un tronc, des branches, des rameaux, des feuilles. Mais en réalité, c'est les résumer comme on pourrait résumer le loup qui mange par moment des brebis. Ça peut lui arriver dans certaines situations, mais c'est pas le standard. Finalement, avec le chêne, le résumé, l'arbre quel qu'il soit d'ailleurs, le résumé, on va dire, c'est un arbre. C'est pas faire suffisamment état de ce qu'est chaque individu, chaque arbre dans son environnement. Regardez précisément, par exemple, l'architecture d'un arbre, la manière dont il a pris forme dans son environnement, dont il a pris place en fonction de tous les vivants qui l'entourent. Et vous allez découvrir des choses absolument incroyables. Et alors ça, c'est facile à faire, par exemple, en famille, avec des enfants qui souvent sont impatients, veulent tout de suite voir des choses. Essayez d'imaginer pourquoi telle branche a poussé de tel côté. Pourquoi telle autre branche est morte ou en train de mourir. Peut-être parce qu'il manque de soleil à cet endroit-là particulièrement, ou alors pour une autre raison. Vous pourrez aussi deviner des parts de vie de l'arbre en question dans les interactions avec les autres, liées par exemple à la présence d'une loge, c'est-à-dire d'un trou qui a été foré par un oiseau, notamment le pic. Souvent on connaît le pic vert, assez symbolique, qu'on voit aussi dans les jardins, mais il y a plein d'autres espèces de pics. Cet oiseau qui creuse l'arbre pour ensuite aller faire son nid. Et il y a toute une vie derrière ça. Et en fait, finalement, de regarder un vivant quel qu'il soit, il a plein d'histoires à nous raconter. Alors, on peut imaginer plein de choses. Moi, j'ai une fille de 8 ans. On va en forêt parfois et puis on s'imagine des histoires, soit par des traces qu'on trouve au sol, soit en se mettant contre un arbre et puis on regarde l'arbre qui est en face et on imagine tout un tas d'histoires sur la manière dont il a pris place, dont il est riche de tous les vivants qui l'occupent, quoi. Et ça, c'est quelque chose, dans le rapport au vivant, je trouve, qui est important. Dans le contexte actuel, tu rappelais tout à l'heure les changements qui sont en cours et qui peuvent être angoissants. Mais je trouve que finalement, une manière
de se préparer à ces changements en cours, c'est aussi finalement d'aller opérer cette rencontre au vivant, d'essayer de les comprendre. Alors on va en comprendre quelques-uns, mais derrière, ça va nous aider aussi à assimiler le fait qu'effectivement, il y a des changements qui sont en cours, qu'on ne va pas forcément pouvoir éviter, mais par contre qu'on peut accompagner dans une direction ou dans une autre. Voilà. Et c'est ça, je trouve, la richesse dans le rapport au sauvage. Je trouve c'est la manière de, en toute humilité, d'essayer de comprendre l'autre sauvage, l'autre vivant, avec ses codes à lui. Voilà. On est suffisamment intelligent pour aujourd'hui être capable, dans une certaine mesure, d'imaginer les codes qui régissent les autres espèces vivantes. Vas-y. Oui, je voulais aussi ajouter par rapport à notre civilisation, il y a aussi la transformation du sauvage. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres adaptables. Et que quand on... Bon, évidemment, moi, ce n'est pas des territoires sauvages, hein, c'est plus urbanisé que ça, c'est des forêts domaniales, avec même des forêts privées aussi, mais qui sont extrêmement exploitées par l'homme et qui modifient grandement aussi le comportement des animaux. Et tout à l'heure, tu parlais justement de l'alimentation, il ne faut pas attirer les animaux avec la nourriture. Là où il y a aujourd'hui aussi un vrai problème, c'est que quand on détruit un milieu naturel, quand on coupe un arbre, ce n'est pas qu'un arbre qu'on détruit, c'est tout un biotope. Et ce biotope-là, il sert obligatoirement à d'autres espèces animales. Là où on a un petit souci à l'heure actuelle, c'est qu'on est avec des animaux qui considèrent notre civilisation comme faisant partie de leur environnement. Et aujourd'hui, par exemple, avec les chevreuils, qui est certainement l'un des animaux les mieux adaptés à la transformation de notre environnement et aussi par le réchauffement climatique, c'est qu'on se retrouve avec des chevreuils qui ne retrouvent plus la ressource alimentaire nécessaire dans leur forêt parce qu'elle n'est plus assez nourricière. Et ces chevreuils-là viennent directement dans les jardins ou les zones périurbaines pour aller grignoter dans les potagers, directement sous les fenêtres de la cuisine et qui viennent un petit peu narguer les humains. On pourrait se dire, bon, bah, c'est pas très très grave, sauf qu'en fait, la nourriture qu'on trouve dans la forêt, c'est une nourriture qui est très difficile à trouver, qui mérite qu'elle soit trouvée, et quand on la mange, elle est très très riche. Mais un rosier, par exemple, qui pousserait, on va comparer ça à un roncier en forêt, c'est la même espèce, hein, c'est juste qu'elle a été modifiée. Le roncier va permettre aux chevreuils de passer 80% de leur alimentation en hiver. Si on a un rosier qui pousse avec de l'engrais dans nos jardins, ça va correspondre un peu au McDonald's chez les humains. C'est-à-dire que c'est une nourriture très facile à trouver, qui est très riche, très grasse. Et comme ils préfèrent tout ce qui pousse avec de l'engrais plutôt qu'un truc qui pousse naturellement, ils vont aller justement vers cette espèce de junk food qu'on leur a créé, et ça modifie leur comportement. Ça fait que des chevreuils ne veulent même plus vivre dans les forêts et préfèrent vivre directement dans les zones périurbaines. On les retrouve même plus facilement maintenant le long des autoroutes et le long des voies ferrées, parce qu'il y a quelques degrés de plus du fait du passage des voitures. La fauche des herbes est tardive, donc ça va leur permettre de trouver une alimentation plus riche. Et ils en oublient complètement l'homme qui est dedans, parce qu'ils l'ont complètement intégré. Et il faut justement faire très attention de ne pas les modifier de trop. Il faut leur offrir aussi des forêts qui doivent rester sauvages aussi. Il faut rester avec une part du sauvage dans la nature. Ce serait peut-être bien que vous posiez des questions. Non, moi, je trouve que c'est bien quand il y a des gens dans la salle de pouvoir interagir. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas quelle heure est-il. On va mettre de la lumière, et puis surtout, je ne sais pas où est la personne qui a le micro pour que vous puissiez poser des questions, qu'on vous entende. C'est midi. Oui. Voilà, il y a quelqu'un. Attendez, il y en a beaucoup, je pense. Allez-y, et puis là, je vous entends et je vais la répéter. Je propose que vous attendiez d'avoir un micro, voilà, parce qu'au fond, ils ne vous entendront pas du tout. Quelle est la personne? Comme ça, il n'y aura pas à répéter. Merci. Ma question, c'est très technique, et ça vous concerne. C'est comment faisiez-vous pour recharger votre portable? Ah, c'est rien. Le portable, c'est rien. En fait, ce qui se passe, c'est que justement au bivouac, j'y passe jamais plus d'une semaine d'affilée.
C'est déjà beaucoup quand on est comme ça en montagne ou autre. Donc c'est en général 6 nuits, 7 nuits maximum, et 7-8 jours. Et là, pour le portable, il y a aussi un côté, on va dire, rituel et cinématographique. C'est-à-dire que vous savez, ces caméras automatiques qui m'envoient les images directement sur mon portable, j'en ai 2 comme ça, parce qu'il y a très peu d'endroits où il y a du réseau pour envoyer. Et donc les autres caméras automatiques, je suis obligé d'aller les relever moi-même. Et dans le film précédent, si vous l'avez vu, qui s'appelait La Vallée des Loups, je racontais cette quête justement, et puis le fait de relever ces caméras automatiques et tout ça. Et je trouvais que c'était dommage de remettre le couvert, évidemment, dans ce deuxième film. Donc j'avais ces quelques caméras automatiques qui m'envoyaient des images. Mais après, je les ritualisais, je les fictionnais, on va dire. C'est-à-dire que chaque fois, on entend ding-ding, on voit un truc. Mais la plupart du temps, je suis obligé d'aller les relever. Donc le téléphone ne m'est pas si indispensable que ça. Mais un téléphone portable aujourd'hui, vous avez des chargeurs, des petites plaquettes qui peuvent charger le téléphone 40 fois, quoi. Donc il n'y a aucun problème. Non, le problème de l'énergie, on va dire, c'est plus pour les batteries des caméras, que vous ne pouvez pas charger comme ça, et la nourriture. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une expédition où on va amener de la bouffe pour 2 mois, etc. Donc je monte ma nourriture pour moi-même, le matériel de bivouac, mais le bivouac en général reste au même endroit. J'ai 3 bivouacs, 4 bivouacs, c'est tout, pour être justement rituel. Et voilà, ce dont on parlait tout à l'heure pour le rapport à ne pas inquiéter les loups. Et du coup, le truc, c'est la bouffe et les batteries des caméras. Et puis, c'est aussi le bistrot, les copains, la famille. Ça fait du bien de rentrer quand même un petit peu. Et donc, le truc, en gros, on a regardé, parce que moi, j'ai mon carnet. Ça, c'est vraiment un truc que je remplis depuis 1990. J'ai un carnet tous les jours. Et avec ma femme, on regardait sur les 2 tournages de La Vallée des Loups et de Marche avec les loups, les moments où j'étais au bivouac. Et en fait, sur 1 an, on va dire, en gros, je suis 4 jours par semaine au bivouac. C'est la moyenne. C'est-à-dire que je passe plus de temps en dehors dans mon duvet qu'à la maison, mais je passe quand même 3 jours en moyenne par semaine, hein, même si je pars 1 semaine, je reste 4 jours, je reste 3 jours à la maison, etc. Donc voilà le rythme. Mais le portable, c'est pas le gros problème. Tout d'abord, merci pour ces belles images, bien sûr. Ah, Et puis bonjour. ces livres aussi, bonjour. Alors tous les 3, j'ai l'impression quand même que vous abordez le monde sauvage avec une grande confiance. Alors moi, j'ai peur des chiens et depuis que je suis toute petite, on me dit, mais plus tu as peur, plus ils vont ressentir ta peur. Donc ça génère une peur supplémentaire. J'aimerais bien savoir si j'aurais pu venir avec vous voir les loups et s'ils avaient ressenti ma peur et si vous-même avez-vous eu déjà peur dans certaines circonstances? Alors là, c'est très simple. Ce que vous dites, c'est vrai de la part des chiens qui, évidemment, peuvent ressentir un stress et un manque de confiance qui crée encore plus de tension. Et moi, pour être honnête, je préfère croiser des loups que croiser des chiens. J'ai pas peur des chiens, mais je veux dire, le chien, il est... on ne sait pas à quel chien on a affaire, etc. Au niveau des loups, il n'y a pas du tout d'agressivité envers l'humain. C'est comme ça, il pourrait y en avoir. On a beaucoup de mythes, il y a eu le petit chaperon rouge, il y a eu des périodes où il y a eu la rage et où les loups qui pouvaient être infectés par la rage, comme les chauves-souris d'ailleurs, ou les renards pouvaient attaquer, il y a eu ça. Mais aujourd'hui, le loup est complètement mythifié là-dessus. C'est-à-dire que c'est un animal qui n'est pas dangereux. Alors... si on a affaire, par exemple, à l'ours, moi j'ai eu affaire parce que j'ai eu 2 vies. J'ai eu une première vie où j'ai beaucoup voyagé et où j'ai fait des films un peu partout dans le monde, qui étaient des films plus ethnologiques, mais où j'ai croisé des ours, justement. Si vous croisez un grizzly ou un ours blanc, là, il y a un vrai risque. Vous n'allez pas vous faire attaquer à tout coup, mais là, il y a des risques. Et si vous regardez les statistiques, en fait, il faut être très cartésien et pragmatique. Vous regardez les statistiques mondiales, et vous voyez qu'aujourd'hui, on a une 20, 30 personnes chaque année, en moyenne, sur 10 ans, qui sont tuées par des ours, d'accord, dans le monde. Hein. Par les loups, il n'y en a pas. Alors, vous avez quelques accidents parfois, et les accidents, ils viennent du fait d'une relation tronquée avec les loups, c'est-à-dire des loups soit apprivoisés, soit qui ont été justement imprégnés, nourris. Il y a eu un accident il y a 2 ans dans un parc national au Canada, dans le parc national de Banff, où il y avait un loup, un vieux loup, qui s'était fait éjecter un petit peu de la meute et qui était devenu la coqueluche du camping.
Alors on lui donnait à manger, on lui donnait des restes, et puis on le prenait en photo. Et puis ce loup, un jour, il était mal tourné, mal viré, il a mordu quelqu'un. Il l'a pas bouffé, hein, il l'a mordu. Voilà la dernière histoire qu'il y a eu avec un loup qui était en fait en interaction avec l'humain de façon un peu tordue. Mais sinon, les loups dans la nature, même la littérature d'il y a 200 ou 300 ans vous raconte que quand les gars ils allaient tuer les louveteaux à la tanière, la femelle s'en allait la queue entre les jambes et qu'elle n'était pas courageuse. Donc, il n'y a pas besoin d'être courageux, quoi. Et vous aurez, même si vous aviez eu peur, c'était dommage pour vous, mais les loups, ils s'en fichaient. Donc, il n'y a pas du tout le rapport qu'on peut avoir avec des chiens. Par exemple, quand on est sur des troupeaux, qu'on a aujourd'hui les fameux patous, les chiens de protection, les bergers d'Anatolie, les Kangals, on ne sait pas trop sur quoi on tombe. Il y en a qui sont sociabilisés, qui protègent le troupeau, qui viennent en aboyant, mais qui sont assez sains. Et puis il y en a d'autres qui sont plus agressifs, moins bien sociabilisés. Et moi, franchement, quand j'arrive près d'un troupeau que je connais, ça va. Quand c'est un troupeau que je ne connais pas, je suis vraiment pas à l'aise, j'ai la trouille. Vous voyez ? Alors qu'avec les loups, non, donc pas besoin d'être courageux. Et pour conclure ça, j'ai eu pas mal de conférences comme ça avec François Sarano, que vous connaissez peut-être, qui plonge avec les requins, qui est un gars extraordinaire. Et moi, je suis pas un mec de la mer. Moi, quand je mets la tête sous l'eau, ça me fait bizarre. Et je lui dis, putain, tu vas plonger avec les requins, quel courage. Il me dit pareil, il me dit pas besoin d'être courageux. Parce qu'en fait, les requins ne sont pas agressifs envers les humains. Après, il y a des exemples des surfeurs confondus avec des otaries, des tortues qui peuvent être attaquées, ça existe. Mais quand on compare au nombre de surfeurs, au nombre de requins, au nombre de morts, donc, et quand on compare aux accidents de la route, aux homicides et autres, on se rend compte que la nature est totalement fantasmée. Moi, ça me rend fou. Vous voyez, vous avez des gens, on admet totalement qu'il y ait des gamins qui se tuent en voiture le samedi en sortant de boîte de nuit, ce qui est un drame terrible pour les familles, on l'admet, pas comme une fatalité, même si c'est horrible. Mais vous voyez l'histoire qu'il y a eu avec le chasseur qui s'est fait mordre par l'ours, qui était soi-disant très grièvement blessé et qui est sorti le lendemain de l'hôpital, donc il était moins grièvement blessé que ce que les médias l'ont dit. Ça fait un drame. Vous entendez des gars qui disent « Mon Dieu, j'en ai rêvé la nuit et tout, c'est horrible, etc. » Mais vous voyez ce que l'homme est capable de se faire à lui-même ou les accidents qu'on peut avoir. Donc tout ça est tellement irrationnel que mon combat, moi, il est là aussi, de dire « Attendez, remettez les choses à leur place. Même les 20 morts par les ours, mais qu'est-ce que c'est 20 morts ?» Non, puis si tu me permets de compléter, Oui, en plus pour le cas de l'ours, pour vous donner des éléments, puisque on est un peu au courant de comment ça s'est passé réellement pour l'ONF. La battue, après on fermera la parenthèse relative à ce dossier-là, mais la battue, elle a eu lieu en totale illégalité sur une réserve de chasse sur laquelle il ne peut y avoir de la chasse que dirigée par l'ONF. Et en fait, les chasseurs savaient qu'il y avait l'ours qui était suité et ils ont organisé un week-end de manière illégale la chasse en sachant très bien qu'elle était suitée. Et donc, ce que les collègues savent, c'est qu'à un moment, elle s'est trouvée encerclée par les fusils et elle a défendu ses oursons. C'est ça l'accident. Et donc, du coup, voilà, on peut refermer la parenthèse. En plus, c'est eux qui sont allés la chercher réellement. Donc, il y a une procédure, ça y est, pénale qui est engagée depuis hier, tant mieux. Je pense que la vérité va être soulevée, voilà. Voilà, et je pense que ça fera du bien à tout le monde de replacer effectivement. Voilà, c'est dramatique ce type de comportement. Mais en tout cas, pour répondre à votre question aussi, alors moi, en tant que biologiste à l'ONF, donc je travaille sur les arbres, mais l'une de mes spécialités, c'est les chauves-souris. T'en parlais un peu tout à l'heure. Enragé. Alors, la plupart du temps, du coup, elles ne le sont pas, mais donc ça m'arrive de parcourir régulièrement la forêt la nuit. Et donc avec du coup tous les fantasmes qu'on peut avoir sur la forêt la nuit, vous imaginez bien, et les seuls moments de crainte que j'ai eu, alors il y a eu 1 ou 2 fois avec des sangliers, mais simplement parce qu'on s'est surpris les uns les autres et qu'en réalité ils ont fui de leur côté. Moi je me suis retrouvé tout seul à pétocher en me disant aïe 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 aïe, mais simplement parce que j'avais été surpris. Il n'y avait absolument aucun danger. Ça m'est même arrivé parfois de me retrouver au milieu de compagnies de sangliers dans des fougères hautes de 2 mètres dans le noir total. Donc si vous allumez avec une petite frontale, vous voyez rien, puisque du coup il y a de la végétation tout autour de vous. Il y a les marcassins qui passaient entre les jambes et tout. Il m'est jamais rien arrivé. Je me suis jamais fait attaquer par la moindre laie alors que j'étais au milieu de la compagnie. Et en fait, les seuls moments où j'ai eu des petites craintes, c'est quand je me suis retrouvé du coup au contact des humains en forêt la nuit, dans des forêts périurbaines. C'est les seuls moments où là, j'ai vraiment eu quelques craintes par moment. Mais
en 25 ans de parcours, même 30 ans de parcours en forêt, tout seul, 2 jours comme de nuit, j'ai jamais été confronté au moindre problème. Donc si ça peut vous rassurer, voilà, il n'y a pas de... Tu peux être confronté au tic. Je peux être confronté au tic, mais là, Voilà, ça c'est plus dangereux. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Et alors ceux-là, on les fantasme pas vraiment. Pourtant, pour le coup, on pourrait. Hein. Alors, la partie qui m'intéresse aussi, c'est l'odeur. Parce que l'odeur, elle est très, très importante dans la nature. Et quand on arrive, on a sa propre odeur. Mais il faut bien s'imaginer que pour les animaux, on rentre dans un jeu olfactif. C'est-à-dire que notre première odeur qu'ils sentent, c'est une carte d'identité générale. Ils n'ont pas de détails. Ils n'arrivent pas à voir le cryptogramme derrière, comme dirait l'autre. C'est un jeu qui prend du temps. Et c'est un petit peu comme si on essayait de construire un puzzle avec eux. On a notre première odeur qui est au milieu. Et à chaque fois qu'on va les croiser, on va finir par leur apporter un petit supplément d'odeur avec un petit détail. Et on va compléter ce puzzle-là jusqu'à ce qu'ils aient l'odeur quasiment complète. Ensuite, quand on rentre dans ce jeu-là, il faut faire attention parce qu'ils ne vont pas se cantonner à l'odeur. Ils vont aussi vouloir le goût, le toucher, et ils vont travailler tous les sens. Hein. C'est un univers de sens, pas de pensée. Et le plus gros problème quand on fait ça, c'est que il faut y aller avec patience, sans leur mentir. Parce que quand on est heureux, on va avoir une odeur plutôt sucrée. Si on est stressé, on aura une odeur plutôt acide. Mais un excès de joie peut être confondu avec du stress. Vous avez peut-être parfois fait l'expérience à un mariage ou je ne sais quoi. Vous avez le chien qui est sous la table, tout le monde rigole, et d'un seul coup, il y en a une des personnes qui s'esclaffe, mais tellement fort que le chien croit qu'il est agressé ou qu'il agresse quelqu'un, parce qu'il n'a pas compris l'odeur ni le comportement. Donc il faut toujours faire très attention, parce que d'où l'intérêt d'ailleurs de rester humain et pas d'essayer de se comparer par rapport aux autres, parce que justement c'est un univers qui est complexe et qui mérite justement d'avoir du temps pour pouvoir l'intégrer avec eux. Et pour la peur, vous disiez si on pouvait grosso modo vous emmener, ça c'est quelque chose que je ne ferai absolument jamais, quitte à passer pour un mytho. Mais pour moi, les animaux sauvages, ce n'est pas des animaux de foire, ce n'est pas un cirque, on n'emmène pas quelqu'un voir un animal. Non, je comprends, hein, mais... Oui. Ouais, tous les animaux, en fait, peuvent le ressentir. Oui, mais vous n'avez pas de risque, quoi. Je veux dire, voilà, il peut le ressentir, mais de toute façon, il sera déjà trop loin pour vraiment le ressentir, parce qu'un loup ne va pas s'approcher à 4 mètres de vous. Oui, quand je dors, j'ai mis des caméras automatiques qui passent à 15 mètres. C'est vrai que c'est pas loin, hein. 15 mètres, ça fait la moitié de la salle d'ici. Mais je veux dire, il y a pas de... C'est pareil, bon, déjà, je dors, peut-être je ronfle même, et donc il n'y a pas du tout ce... Il n'y a pas ce rapport. Par contre, là où vous pouvez avoir un problème avec un loup, c'est un gars, moi je l'ai eu quelques fois et je déteste ça, je l'ai vécu 2 fois dans ma vie, parce que j'aime pas, comme je le dis, les animaux asservis à l'homme et enfermés, mais des gars qui dressent des loups, là. Vous êtes dans un parc à loups, et puis le gars il vous dit, oui, ils sont gentils, venez, vous verrez, il n'y a pas de risque et tout, puis les loups, bon, ben, ils sont là asservis à l'homme, dans un rapport complètement faussé par rapport à leur vraie vie. Et là, effectivement, on peut avoir la trouille, et là, effectivement, ça peut jouer, alors là, terriblement, sur le comportement des loups. Et d'ailleurs, les accidents dans ce type de contexte sont assez fréquents, de gens qui peuvent se faire mordre justement par des loups en parc, etc. Donc, mais là, on est hors nature. Donc, le fait d'être dans la nature avec des loups sauvages ou avec d'autres animaux sauvages, franchement, bon, après, le risque, il est... L'avalanche, la chute de pierre, la foudre, les tiques, ben voilà, il y a des vrais risques en montagne, en tout cas, qui existent. Ouais. Juste pour compléter, pour vous dire jusqu'où ça peut aller finalement dans la relation effectivement avec l'animal sauvage qu'on considère comme ultra dangereux. Tu parlais tout à l'heure de François Sarano. François Sarano, donc c'est le monsieur, peut-être avez-vous vu le film Océan, dans lequel à un moment on voit un homme qui nage à côté d'un grand requin blanc. Alors en fait, il raconte la rencontre avec ce grand requin blanc. La manière dont ça s'est passé, c'est qu'il y va en confiance,
comme il le dit, totalement nu, pas nu, c'est-à-dire tout nu, il y va nu vis-à-vis de ses a priori, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'inconnu. Il y va de manière totalement authentique, il fait tomber le masque. Il y va en ayant conscience qu'il n'est qu'un vivant parmi tous les autres vivants qui ont eux aussi leur place. Quand il a plongé pour aller à la rencontre de ce grand requin blanc, il y est allé sans a priori, sans combinaison, enfin il avait juste sa combinaison néoprène, mais sans aucune protection, sans tuba, sans bouteille. Donc vous voyez bien, il y était totalement en apnée. Et en fait, il raconte qu'ils étaient là en attente depuis déjà pas mal de temps, depuis pas loin de 3/4 d'heure, 1 heure, lorsque la forme est arrivée et il leur est tourné autour. Voilà, elle leur a tourné autour et puis elle est repartie un petit peu après. Il a fait une estimation, 5 tonnes 5, 5 mètres de longueur. Non, pardon, 1 tonne 5, 5 mètres 50 de longueur. Vous voyez le bel animal. En gros, elle ouvrait la gueule, il rentrait en entier dedans, quoi. Et ben, pour lui, l'image du grand requin blanc, c'est quand cette femelle est revenue vers lui et qu'elle s'est mise à sa hauteur alors que lui, il avait commencé à nager et qu'elle s'est positionnée à moins d'1 mètre, enfin à moins d'1 main de distance de lui. Et ils ont nagé comme ça pendant 3-4 minutes. Et puis, lui, il a résisté à la tentation de la toucher. Elle était dans son univers, lui, il était là, elle était venue pour le visiter, quelque part pour le comprendre, et elle est repartie. Eh bien, voilà, la relation au vivant, au sauvage, ça peut être ça, à partir du moment où on y va, comme on le disait, de manière totalement authentique et sans a priori et en toute confiance, en ayant conscience aussi des risques qui peuvent exister. Puis à un moment, voilà, quand on fait tomber complètement les masques, quand on lâche prise complètement, on peut aller jusqu'à ce type de rencontre avec la nature. Puis avec les requins, il y a eu les dents de la mer, il y a la culture. Et en fait, souvent, on a peur de ce que je disais tout à l'heure, les chutes. Moi, je le vois au quotidien, quoi, en montagne, l'avalanche, la chute de pierre, la foudre en été, c'est de vrais dangers, quoi. C'est des trucs, quand vous avez justement pas de portable qui passe, que vous êtes tout seul et que vous vous pétez une guibole en ski de rando à 4 heures de marche de chez vous et qui fait moins 8 degrés, vous êtes mort. Là, il y a un vrai risque et il y a des gens qui se tuent en montagne chaque année, même pas forcément dans des grandes voies d'escalade. La peur est un fantasme culturel et notamment la peur du loup. Après, avec les ours, par exemple, vous êtes sur des grizzlies, des choses comme ça, il faut toujours se méfier justement du côté un petit peu parfois surprenant des ours. Mais il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. En revanche, avec le loup, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. Oui, et puis la saisonnalité aussi est importante à souligner parce que dans ton film, tu le dis bien, le pire ennemi du loup, d'abord, c'est le loup. Parce que c'est lui. Et nous, on a aussi cette tendance à faire cette petite erreur. Et notre pire ennemi, c'est nous-mêmes dans la nature. Une fois, j'étais en train de marcher derrière Daguet, qui était l'un des premiers chevreuils. C'était les balbutiements de mon histoire. Je ne connaissais pas correctement tous les comportements des chevreuils. Je ne savais pas comment ils réagissaient. Et c'était la période des territoires. C'était en plein printemps. Et les chevreuils, en fait, sont très excités. Ils ont leur glande frontale qui commence à grossir. Ils veulent absolument marquer partout. Et Daguet, en fait, au lieu de marcher, comme il le faisait en hiver, il avait commencé à se séparer de tous les autres chevreuils. Et moi, je marchais encore derrière lui, puisque je n'étais pas un chevreuil, donc il m'acceptait. Et il allait toujours en trottinant. Sauf que quand il passait dans les fougères qui commençaient à devenir un peu grandes, je ne le voyais plus. Il allait trop vite pour moi. Et j'ai fait le truc qu'il ne fallait pas faire. C'est que je me suis dit, tiens, il frotte son nez partout. J'ai pris un bout de bois, j'ai mis mon odeur dessus et j'ai frotté sur un bout d'arbre. Et en fait, je l'ai vu revenir en courant, mais agressif en fait. Il s'est dit, qui c'est qui marque son territoire? Quel est le gars qui ose me défier? Et en fait, il s'est arrêté à même pas 2 cm de moi. Il m'a reniflé, il m'a regardé. Et puis, bon, j'ai bien vu dans son regard qu'il a compris. Il s'est dit, bon, c'est l'espèce de nounouille qui est derrière, qui me suit, qui n'a rien compris. Mais tu t'as pris des risques quand même, hein? Attention. Oui, j'ai pris des risques. Mais il y a des fois aussi où on oublie que ce sont des chevreuils. Avec Chevy, qui était le chevreuil avec lequel j'ai vraiment été le plus proche. C'est lui qui m'a vraiment montré la forêt d'une autre façon, comme un chevreuil et pas comme un homme.
il m'a vraiment fait une immersion complète dans son univers à lui. Il n'y avait plus de séparation réelle. On était certainement perdus tous les deux d'ailleurs dans cette forêt. C'est qu'il était en face de moi, pareil, un peu la période de la territorialité. Et il était devant moi, il voulait jouer. J'ai voulu partager son jeu, sauf qu'en fait, j'ai oublié que j'étais un humain, il a oublié qu'il était un chevreuil. Et moi, je l'ai pris par les bois, et puis je lui ai dit, ouais, c'est qui le plus fort? Sauf que lui, il a pris vraiment ça pour un jeu, et il m'a foutu un coup de boule. Il m'a pété le nez, d'où le petit cal que j'ai sur le nez. Et là, ça m'a bien remis à ma place. Et on se dit, oula, je suis allé trop loin dans l'histoire, je vais le laisser un peu en paix, de manière à ce qu'il redevienne chevreuil et que je redevienne humain. Les pires erreurs, c'est par rapport à l'interprétation qu'on a de la nature et que parfois on est tellement pris dedans qu'on en oublie pas les dangers, mais les risques. Parce qu'en fait, vivre dans la nature, il n'y a pas de danger. Vous n'avez rien à craindre. Mais il y a des risques, comme le fait de prendre une voiture ou le fait de marcher dans la rue où on peut traverser la route, regarder à gauche et à droite et on n'a pas vu une trottinette et puis on se fait renverser. C'est un risque. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément du danger partout. La nature, c'est un peu pareil. Oui, moi j'ai une question. Une question pour Geoffrey. Je voulais savoir si les prédateurs de la forêt, vous considérez comme tous les autres animaux de la forêt et que vous pouviez être chassé comme n'importe quel autre animal. Alors en fait, moi j'ai un problème avec les prédateurs, c'est qu'il n'y en a pas. C'est ce que j'allais dire. En Normandie, il n'y en a pas encore. Peut-être que tes loups viendront jusqu'à chez moi, j'aimerais bien. Mais non, j'ai pas eu de rapport avec la prédation parce que les forêts ont été aseptisées par l'homme, parce que justement, on a ce rapport de domination dans nos forêts sur les 3/4 de la France. Donc, j'ai pas de rapport à la prédation. Mais ça n'empêche pas que on voit toujours le prédateur avec des crocs, sauf que le prédateur, souvent, il est invisible. C'est la bactérie, le virus, ça va être les maladies comme la tique qui peut nous transmettre la maladie de Lyme, ce genre de choses. D'où l'intérêt, en fait, par rapport à cette prédation-là, en tout cas, d'avoir une alimentation en rapport avec son environnement. Parce qu'en fait, quand on arrive d'un système civilisé où on est adapté à ce système pour arriver dans la forêt, qui n'est pas notre système de fonctionnement, il faut un temps d'adaptabilité. Et le fait de manger des racines, de manger des lichens, les lichens, d'ailleurs, j'en vois beaucoup dans ton film, ils ont l'air vraiment très très bons. Je suis fan des lichens. Ouais. Je suis fan, c'est magique, c'est le Seigneur des Anneaux. Et puis, en fait, ils sont bien verts. Hein. Bien verts, ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution chez toi, c'est très bien. Et ça, en fait, vous allez les cueillir, vous allez les laisser tremper pendant 2 jours et vous allez les manger. Et en fait, les lichens ont cette propriété d'avoir des espèces d'antiviraux naturels, il va transformer un peu votre corps. Quand vous mangez des racines d'ortie, la terre, vous avez des bactéries, vous allez modifier aussi votre biotope. Votre corps va se transformer au fur et à mesure. Et c'est très important justement de s'adapter à fond dans cet environnement-là et pas d'arriver comme un cheveu dans la soupe, parce que sinon, en fait, on fait plus du tout partie du cycle. Et là, la prédation, en fait, elle disparaît. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. C'est un peu la roulette russe. Hein. Oui, moi, c'était une question pour Bertrand. Donc, je vous remercie d'avoir rappelé que la nature est violente. Vous avez complètement raison en disant qu'on n'a aucun risque depuis le retour du loup de se faire mordre par un loup. Par contre, je pense que c'est important de dire aux randonneurs et aux cyclistes qu'ils peuvent se faire mordre par un patou. Oui. Et moi, je pose cette question. Je voulais savoir votre point de vue par rapport au pastoralisme. Est-ce qu'il va disparaître à cause de... Il y a certains qui jettent l'éponge parce que c'est très violent de perdre des animaux. Moi, je vois ma voisine, quand elle s'est fait écraser son chat, ça a été très violent pour elle. Donc, je pense qu'on peut comprendre que des agriculteurs qui perdent des animaux, c'est très violent pour eux. Des agriculteurs qui s'adaptent en prenant des patous, c'est très violent pour eux quand ils se font condamner par des randonneurs ou des vététistes qui ont été mordus. Ils ne sont pas responsables de leur chien. Donc, je trouve que c'est aussi important de dire que l'arrivée du loup, eh ben, l'activité du pastoralisme a dû s'adapter.
Et qui va gagner? Est-ce que peut-être qu'on n'aura plus de pastoralisme dans quelques années et puis les forêts ont regagné les montagnes? Quelle est votre vision du pastoralisme pour vous sur 10 ou 20 ans? Merci. Écoutez, très bonne question. Alors là, on est en plein dedans, et puis moi, c'est ce qui me passionne actuellement aussi, parce que le prochain film que je vais faire, je commence à tourner au mois de janvier prochain, là, ce sera le sujet, Vivre avec les loups. Et donc, avec une immersion sur une meute, une des dernières meutes qui s'installe chez nous, parce qu'on est à saturation, on va dire, territorialement. Donc, dans 40 ans, chez nous, en tout cas, là, dans la vallée du Champsaur, Val-Godemar, d'Évoluy, il n'y aura pas plus de loups parce que c'est eux qui font le ménage. En revanche, il y en aura beaucoup plus ailleurs parce qu'il y a ces dispersions. Donc, ça, c'est la parenthèse. Et parallèlement à cette immersion, il y aura plein de flashbacks et de rencontres avec des éleveurs, avec des bergers, par rapport à cette problématique. Je vais retourner en Mongolie, notamment, où j'ai passé 1 an et demi avec les nomades pour justement les faire parler, les faire intervenir là-dessus sur le rapport aux loups, avec plus de 30 000 loups en Mongolie, et des éleveurs qui sont complètement nomades, qui dépendent totalement de leur bétail. Et ils ont une relation qui ne sont pas du tout des copains des loups, évidemment, mais ils ont une relation qui est installée depuis très longtemps. Les loups ont toujours été là, donc ils ont leur pétoire, ils ont leurs chiens, et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne remettent pas du tout en question ce problème-là. Pour eux, le problème des nomades mongols aujourd'hui, c'est nos téléphones portables, c'est les batteries, etc., avec les terres rares exploitées aujourd'hui par les Russes, par les Chinois, et qui font un mal terrible avec des mines à ciel ouvert. En fait, c'est assez compliqué. Donc, je trouvais que c'était intéressant aussi de remettre les choses à leur place. Quand on parle des loups avec les nomades mongols, ça les fait entre guillemets rigoler. Après, vous allez dans les Abruzzes en Italie, où ils ont décidé de protéger les loups, les ours, où il y a de l'élevage, où les loups et les ours n'ont jamais disparu, et où c'est un business. C'est-à-dire que dans les Abruzzes, le truc qu'ils ont à gérer, c'est les touristes. Avec plus d'1 million de touristes par an, on n'est pas loin de Rome, on a beaucoup de loups, on a beaucoup de... Oui, je vais résumer, mais c'est important. Et beaucoup, voilà, donc ça c'est un business. Et du coup, la coexistence se passe plutôt bien. Et chez nous, en France, avec beaucoup d'éleveurs, de bergers que je côtoie, qui ne sont là aussi pas les amis des loups. Et là, on verra des images dans ce film de brebis tuées, parce qu'il y a le problème aussi du surplus killing chez les loups. C'est-à-dire que comme tous les prédateurs, quand il y a panique sur un endroit clos, ils vont tuer tout ce qui bouge et tout ce qui court de par leur instinct prédateur. C'est un peu comme le renard. Vous avez 4 poules devant chez vous, vous avez un renard qui passe, il vous en prend une, il va la bouffer tranquille. Si le renard rentre dans le poulailler, il va tuer tout ce qui bouge parce qu'il y a une panique. Bon, mais voilà, donc ça, c'est pas très sexy. Et quand un éleveur retrouve 30 ou 40 brebis au tapis avec la moitié d'une bouffée ou même pas du tout, parce qu'il y a eu ce phénomène-là, c'est dur. Donc ça, il faut vraiment l'admettre. Et après, là-dedans, vous avez plusieurs positionnements. Il y a un positionnement qui est vraiment radicalement opposé et qui dit qu'il n'y a aucune possibilité de coexistence entre les prédateurs et le pastoralisme. Et puis, vous avez d'autres gens qui se disent les loups sont là, donc soit on fait avec, soit on ne fait pas. Et ça, c'est le pragmatisme. Et vous avez des gens qui cherchent et qui trouvent des solutions, alors qu'ils ne sont pas à 100%, évidemment, mais qui fonctionnent plutôt très bien ils mettent des caméras automatiques, ils essaient de comprendre. Alors après, ils sont super contents parce qu'ils ont réussi à protéger leur troupeau. Et puis, ils ont leurs chiens. Et puis, merde, les chiens, ils arrivent mal à les gérer. Donc, il y a des gens qui se font mordre. Donc, du coup, ils retombent en galère à cause des chiens. Donc, il faut trouver des solutions pour avoir des chiens de bonne souche. Ça existe. Des chiens qui soient donc sociabilisés, pas dangereux pour les randonneurs. Et qui ne chassent pas trop, parce que vous avez aussi des paquets de chiens de protection, notamment les kangals, même les patous, qui vont bouffer des chamois, des marmottes, des chevreuils et autres. Donc c'est aussi un problème. Donc vous voyez, tout ça est hyper complexe, mais vous avez cette espèce de génie humain, on va dire, ou l'intelligence humaine qui admet que les loups sont là et qu'est-ce qu'on fait pour coexister, et c'est possible. Après, quand vous parlez de ces chiens qui mordent des gens et des éleveurs condamnés, moi je vais être très clair là-dessus. Récemment chez nous à Gap, il y a un éleveur du Kéra qui a été condamné parce qu'il y a eu des morsures multiples, mais ce gars-là, je suis désolé de le dire, mais il mérite totalement sa condamnation, et il l'a d'ailleurs admise dans la mesure où il n'a pas du tout géré ses chiens. C'est-à-dire que c'était des chiens qui étaient agressifs. Il y a eu des morsures, elles ont eu lieu à 2 mois d'écart, 3 fois.
C'est-à-dire que pendant 6 mois, le gars, il a laissé ses chiens autour du bled, etc. Et puis ça a mordu, ah ben oui, ça a mordu, et puis ça a remordu, ah oui, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui porte plainte, il a été condamné. Donc ce qui est très dommage, c'est que ce soit repris politiquement par les syndicats agricoles qui disent, voilà, on a des chiens, on est condamnés, etc. Mais il ne faut pas oublier que vous avez des tas d'éleveurs ou de bergers qui ont des chiens, qui sont sociabilisés, qui font le job et qui ne mordent pas. Et ces gens-là, ce sont eux qui trouveront les solutions, en fait. Mais je ne dis pas que c'est facile, attention, on s'entend bien. Je ne dis pas que c'est facile, c'est une réalité. Vous allez en Roumanie, vous allez en Bulgarie, vous allez en Mongolie, vous allez dans un endroit, il y a les loups, il y a le pastoralisme. Il faut vraiment tout refaire les paradigmes, parce que le loup a disparu depuis 80 ans, et parce qu'on avait oublié cette pression énorme, parce qu'on peut le dire, pression énorme d'un prédateur opportuniste, intelligent, sur les animaux domestiques. Mais il y a vraiment des gens extraordinaires. Vraiment, je le dis. Moi, mon truc, c'est pas le pastoralisme, c'est pas vraiment mon truc. Même si dans ma famille, j'avais des cousins, un oncle, il y avait des paysans et des éleveurs partout, donc je les connais bien, mais c'était pas ma passion. Moi, c'était la nature. Et le loup m'a amené, malgré moi, à m'intéresser à ces gens-là, parce qu'il y a évidemment tout le côté politique, ces polémiques et tout ça. Et moi, plutôt que de répondre à la haine, parce qu'il y a eu beaucoup de haine là-dedans, hein, il y a aussi beaucoup d'histoires, de complotisme, de trucs un peu invraisemblables. Et moi, je me suis fait beaucoup attaquer aussi, évidemment. Et plutôt que de répondre par la haine et par les petites phrases, j'ai envie d'aller voir d'autres gens, des gens qu'on n'entend jamais, qui ne sont pas forcément minoritaires. Je ne sais pas la proportion, mais des gens qui existent en tout cas, qui sont humbles, qui font le job, et qui apportent, et c'est eux qui apporteront les solutions. Donc tout ça, vous voyez, très complexe, passionnant. Le loup est politique. Le loup, comme on dit, il y a le loup biologique, le loup, l'animal, Canis lupus, voilà, qu'on étudie, qui est un animal comme les autres. Il y a le loup du petit chaperon rouge, qui nous fait délirer, qui nous fait des frissons la nuit, qui n'existe pas. Et il y a le pire, c'est le loup d'Internet. Le loup d'Internet, là, c'est tout et n'importe quoi, comme pour tout le reste. C'est-à-dire des spécialistes du loup autoproclamé partout qui viennent vous dire et vous expliquer, etc. Donc le loup d'Internet, c'est le plus dangereux, évidemment, comme beaucoup d'autres choses aujourd'hui au travers des réseaux sociaux et des groupes qui sont stériles et qui amènent de la haine uniquement. C'est des fabriques, vraiment des fabriques de haine. Alors que la solution, elle est évidemment sur le terrain, en passant par ces éleveurs-là, ces bergers, ces bergères, beaucoup de nanas, hein, beaucoup de bergères aujourd'hui, de plus en plus. Et n'oubliez pas, moi je vois dans le Champsaur, Val-Godemar, là où j'habite, quand j'étais gamin, j'ai 60 balais, hein, 62. Quand j'étais gamin, on connaissait 3 bergers emblématiques qui vivaient dans des cahutes pourries, enfin il n'y avait plus de bergers. Aujourd'hui, vous avez 40 bergers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le berger est totalement indispensable. Donc, puis des cabanes qui ont été fabriquées, héliportées, des adductions d'eau. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a une page qui est en train de se tourner. Il y a des gens qui sont radicalement contre et qui exploitent cette violence des attaques de loups qui est réelle. Et puis d'autres qui se disent, comment on fait pour survivre avec ça? Et je vous dis qu'il y a la possibilité. C'est intéressant. Comme ça. Voilà. Voilà, moi j'ai pris mon temps de parole. Rendez-vous au prochain film en 2024 à peu près. On va commencer là et où on parlera des éleveurs. Non, mais c'est passionnant. Et allez-y, allez-y. Moi, je voulais simplement demander une dernière question à M. Tillon. Je voulais demander des nouvelles de son chêne. Eh bien, mon chêne se porte très très bien, il a 240 ans. Donc moi je suis arrivé dans sa vie alors qu'il avait déjà 210 ans. Et je vous invite, si vous voulez, à en reparler d'ailleurs tout à l'heure. Mais en tout cas, il se porte bien. Ah d'accord, il se porte très très bien, il se porte à merveille, même s'il y a des incertitudes, notamment climatiques, qui font qu'on ne sait pas comment les choses pourraient évoluer à l'avenir. En tout cas, moi, si je dois conclure sur un élément, c'est le fait que la nature, c'est un monde d'interaction, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille. Et quoi qu'on veuille. Et c'est vrai que par rapport au sujet que vous venez d'aborder,
Mais en réalité, il y a tout un tas d'interactions derrière. Ça pose la question de la manière dont on consomme, de la viande ou pas, le type de qualité qu'on souhaite. Simplement, si on s'arrête là-dessus, mais même dans la nature, enfin, vous voyez, la crise qu'on vit depuis 1 an et demi, c'est lié à quoi? À un problème de biodiversité où il y a eu tellement d'événements qui ont abouti au fait que ce coronavirus, à un moment, s'échappe, quelle que soit la manière. Voilà, il y a eu à un moment donné un échappé parce qu'on a stressé des chauves-souris, parce qu'on a modifié leur habitat, parce que probablement que localement, il y a des gens qui ont exploité du bois de belle qualité pour faire des jolies terrasses en Europe, ou alors pour faire des meubles ou une autre utilisation. Donc tout ça, c'est un monde d'interaction. Ce qui est évident, c'est qu'à partir du moment où on a provoqué la rencontre à la nature, quelle qu'elle soit, d'une manière immersive, comme vous avez pu le vivre avec vos animaux, ou alors avec des guillemets, hein, on est bien d'accord, ou alors en vous posant contre un arbre, à un moment, vous avez opéré la rencontre et vous avez envie d'en prendre soin, quelle qu'en soit la manière, et fondamentalement, ça vous fait changer dans votre perception de la société, puis fondamentalement dans votre manière d'être. Voilà. Bon, Geoffroy, juste quelques mots Oui. pour terminer. Moi, je pense que le rapport au vivant, on doit s'y intéresser de plus en plus, mais surtout par rapport à l'humain, parce qu'à chaque fois, on a des rapports de grands spécialistes, de naturalistes, mais ça, c'est une vue de l'extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport qu'on a de l'intérieur et l'interprétation que nous, on fait de la nature. Et tout à l'heure, dans votre question, c'était assez intéressant parce que vous avez comparé l'amour d'un chat qui est considéré comme, par une personne comme étant un être cher, et donc on peut l'aimer, parce que dans aimer, il y a le mot âme, et il faut aussi faire très attention de ne pas donner les mauvais mots, comme le mot amour, à des bergers par rapport à leurs brebis, parce que la finalité pour le loup ou pour le berger, c'est la même, c'est de le bouffer. Et en fait, il faudrait plutôt utiliser par rapport à l'élevage le mot respect de l'animal, mais pas le mot amour, parce que la finalité de l'amour, c'est pas de tuer. Donc, il faut toujours faire très attention à l'interprétation qu'on a par rapport aux animaux. Et pour conclure, parce que je sais que on est pris dans le temps, pour moi, la nature et les rapports au vivant, George Sand a écrit un poème qui dit que la nature, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on croit, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce que l'on sent en soi-même. Elle est belle pour qui la voit. Elle est bonne pour celui qui l'aime. Elle est juste quand on y croit et qu'on la respecte en soi-même. Regarde le ciel, il te voit. Embrasse la terre, elle t'aime. La vérité, c'est ce qu'on croit. Parce que en la nature, c'est toi-même. Pétard. Très bien. Donc, merci à Laurent, Geoffroy et Jean-Michel.